Montre Garmin Instinct peut faire afficher un paquet d'informations pendant une activité sportive et dans cette vidéo, on va les voir une après les autres et je vais t'expliquer comment les configurer, comment les faire afficher et qu'est-ce qu'elles font. Alors pour démarrer une activité, on vient simplement appuyer sur le bouton GPS une fois ici et on vient sélectionner le sport de son choix. Si le sport que tu souhaites faire à l'instant n'est pas dans cette zone, tu peux aller dans le plus complètement en bas et venir en ajouter un et sélectionner un des sports qui t'est suggéré dans cette liste interminable. Alors, pour l'exemple, on va aller sur une ascension. Donc, une fois qu'on sélectionne le sport, ce que tu vas voir ici, c'est la page de base qui t'est configurée par Garmin, que Garmin a présélectionné pour le sport que tu viens de sélectionner. Il y a des pages qui te donnent certaines informations, comme ici on va voir l'ascension, l'altitude, la descente totale, la distance parcourue, la vitesse verticale, la position GPS, tes fréquences cardiaques en zone, une carte du tracé que tu vas avoir parcouru et l'heure actuelle. Et quand on attend, tu vois qu'il y a toujours une option qui vient réapparaître en haut ici. Ça va apparaître seulement avant le début de l'activité. Donc, les informations qu'on vient de voir peuvent être modifiées. Mais pour ce faire, si tu veux le faire avant le début de l'activité, tu peux appuyer sur le bouton Menu. Tu vois ici, Options, il y a une petite flèche en haut. Les boutons de gauche ici, Menu et ABC, c'est toujours pour naviguer les boutons de haut et bas. Sélection, Retour. Alors, s'il y a une flèche qui dit d'aller vers le haut, c'est avec le bouton Menu qu'il faut appuyer. Et à partir d'ici, tu vois, on a accès aux paramètres d'ascension, d'entraînement et de navigation. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur les paramètres d'ascension. Ce qui est intéressant avec une montre Garmin, c'est que peu importe si tu es en train de faire l'activité ou avant de la démarrer, tu peux toujours appuyer, parce que cette option-là d'appuyer en haut pour avoir accès aux paramètres d'ascension ne sera pas disponible une fois que l'activité va être démarrée. Donc, si tu veux les faire démarrer une fois que l'activité est démarrée, parce que disons que, je ne sais pas, tu es parti, tu as déjà 5 km de fait et tu aimerais avoir accès à une information que tu as oublié de faire afficher, tu peux maintenir le bouton Menu à gauche pour faire apparaître le menu et tu as accès ici à tes paramètres d'ascension. Donc, ce sur quoi on va se concentrer aujourd'hui, c'est les écrans de données. Donc, ce qu'on a vu au début, c'est des écrans de données. Ça, c'est tous des écrans de données et ça se personnalise vraiment comme tu veux. Donc, si on veut, par exemple, paramétrer cette fameuse première page qui donne 3 informations, donc il suffit de se rendre sur la page qu'on veut modifier et tu vois ici en haut à droite, il y a un petit crayon, eh bien, ça indique qu'on peut sélectionner la page et ensuite la modifier. Et ça se fait sur chacune des pages. Là, je fais l'exemple sur la première, mais on peut faire ça sur n'importe quelle page. La première chose qu'on peut choisir, c'est la disposition. Donc, quand je viens sélectionner encore une fois ici, on va voir toutes les possibilités de disposition d'écran qu'il y a. Celle-ci étant la première, il y a toujours une information qui va être disponible dans le cercle en haut à droite et ensuite on a une page sur laquelle on va pouvoir mettre, comme dans ce cas-ci, une information. Si on passe à la suivante, on a 2 informations. Et là, tu vois, ça indique l'ascension et l'altitude, mais ça, on peut les modifier après. C'est seulement l'interface de la page qu'on est en train de paramétrer. Donc, on a une page avec 2 informations, 3 informations, encore 3 informations, mais disposées différemment. On a aussi une page avec 4 informations, plus l'information ici. Donc, ça, c'est le maximum qu'on peut avoir, 5 informations sur la même page. Et lorsqu'on est satisfait du type de page, eh bien, on vient sélectionner ici. Et ensuite, on va pouvoir ajuster les champs. Par rapport à la disposition, à 5, tu vas voir que quand tu fais des sports où est-ce que tu bouges rapidement, comme du vélo ou de la course, ça peut être un peu dur à lire. Alors, peut-être que tu es mieux d'aller vers quelque chose d'un peu plus gros, comme ça, peut-être. Simple recommandation comme ça. Mais disons, pour faire de l'ascension, de la marche, des trucs comme ça, c'est parfait d'avoir plusieurs informations sur la même page. Ensuite, quand on descend sur les champs, tu vois ici, ça dit champ 1 indique la fréquence cardiaque, champ 2, l'ascension totale. Et quand on regarde dans la petite
dans le petit cercle en haut, tu vois, il y a une section qui est noire pour indiquer que le champ 1, dans le fond, c'est le cercle qui est en haut à droite. Le champ 2, c'est l'autre à côté. Le 3, l'autre en dessous. L'autre à droite et le dernier en bas. Alors, si je m'en viens sur la deuxième, par exemple, je veux modifier l'ascension totale. Parce que si je reviens ici, tu vois, ascension, c'est l'ascension totale. Donc, si je veux modifier ça ici, je viens sur le champ 2. Je modifie l'ascension totale. Et là, on a accès à un paquet, mais un paquet de champs. Et ils sont tous représentés sous différentes catégories. Donc, le champ de chronomètre, de distance, d'allure, de vitesse, de fonction, de fréquence cardiaque, lié à la température, d'altitude, de compas, de navigation et autres. Alors, on va tous les voir un par un et je vais t'expliquer ce qu'ils font. Il y en a qui sont assez évidents, mais il y en a certains qui peuvent être un peu ambigus. Alors, je vais te les expliquer un par un. Donc, si on commence avec le champ de chrono, Alors, le premier, c'est le chronomètre. Le chronomètre, c'est quand tu démarres ton activité, tu appuies sur le bouton GPS, ça fait un start, et le chronomètre débute. Donc, ça peut en quelque sorte t'indiquer le temps depuis le début de l'activité. Ensuite, on a le temps de circuit. Alors, pendant que tu es en train de faire une activité, si tu appuies sur le bouton back, ça va faire un circuit, un tour, un lap en anglais. C'est donc le temps depuis le début du circuit. Donc, le temps du dernier circuit, si jamais tu as appuyé sur le bouton pour faire un circuit, eh bien, ça va t'indiquer le temps du précédent. La durée moyenne du circuit, donc si tu as fait 2 tours depuis le début et que ton premier, tu l'as fait en 1 minute et l'autre en 2 minutes, eh bien, ta durée moyenne de circuit est d'1 minute et demie. Le temps écoulé, tu vois ça peut être ambigu. Le temps écoulé, c'est le temps depuis le début de l'activité. Alors là, tu vas me demander, c'est quoi la différence entre le temps écoulé et le chronomètre? Eh bien, c'est que si tu mets l'activité sur pause, donc en appuyant sur le bouton GPS pendant l'activité, le chronomètre s'arrête alors que le temps écoulé, lui, continue. Ensuite, on a le temps de déplacement. Le temps de déplacement, c'est le temps où est-ce que le GPS a détecté que tu te déplaçais. Alors, si jamais tu es en train de courir et t'arrêtes à une lumière rouge, eh bien, ton temps de déplacement va se mettre sur pause. Et par le fait même, le temps d'arrêt, lui, va commencer à se compter lorsque tu es arrêté. Ça fait le tour du champ de chronomètre. Alors, là, comme je dis, si jamais on veut mettre le chronomètre à cet endroit-là, on le sélectionne. Et maintenant, le champ 2, c'est le chronomètre. Mais on va continuer à regarder les autres informations. Le champ de distance maintenant. Le premier va être la distance, donc la distance depuis le début de l'activité. La distance du circuit, encore une fois, même principe, quand on crée un circuit, une fois qu'on a fait 1 tour, 2 tours, 3 tours, eh bien, ça va indiquer la distance depuis le début du circuit. La distance du dernier circuit, même principe qu'avec le chronomètre tantôt, et la distance nautique pour les sports d'eau. Ensuite, les champs d'allure. L'allure, c'est une façon d'exprimer la vitesse un peu différemment. Quand on roule à vélo, on exprime la vitesse en kilomètres par heure. Et en allure, en fait, ça va être utilisé surtout pour la course. On va exprimer la vitesse en nombre de minutes par kilomètre. Donc, plutôt que de rouler à 30 km/h, par exemple, eh bien, on va courir à 5 minutes par kilomètre. Ensuite, on a l'allure moyenne, qui est un peu le même principe que la vitesse moyenne, exprimée en allure. L'allure du circuit, même chose pour le tour. L'allure du dernier circuit. Mais voilà. Ensuite de ça, on a le champ de vitesse. La vitesse, donc c'est exprimée en km/h. La vitesse moyenne du circuit, la vitesse moyenne du dernier circuit, la vitesse maximale, donc la vitesse à laquelle on va avoir été le plus vite depuis le début de l'activité,
la vitesse nautique maximale. Là, on retrouve exactement le même principe que tout ce qu'on vient de voir, mais en vitesse nautique. La vitesse moyenne en déplacement, ça c'est intéressant. Ça veut dire que si on vient un peu plus haut ici, on avait la vitesse moyenne. La vitesse moyenne, ça veut dire que, disons qu'on fait du vélo, on roule à une vitesse moyenne de 30 km/h et hop, on arrête à une lumière rouge. Donc notre vitesse vient réduire à 29, 28, 27 km/h. Et ici, donc la vitesse moyenne en déplacement, eh bien ça va mettre sur pause quand on est arrêté. Alors si pendant qu'on roule, on est toujours à une vitesse moyenne de 30 km/h, eh bien même quand on va arrêter, on va conserver cette vitesse moyenne-là de 30 km/h, alors qu'avec la vitesse moyenne tout court, eh bien la vitesse moyenne va réduire lorsqu'on est à l'arrêt. La vitesse globale moyenne, encore là, c'est un peu le même principe qu'on voyait tantôt. La vitesse globale moyenne va continuer à se calculer, ce même si on met l'activité en pause. Alors que la vitesse moyenne, si on met l'activité en pause, vitesse moyenne, on met en pause, là, elle va arrêter de descendre si l'activité est en pause, mais la vitesse moyenne globale, elle va continuer à calculer depuis le tout début, même si on met l'activité en pause. La vitesse verticale, c'est la vitesse à laquelle on gravit des mètres, si on veut. Alors, peut-être que tu es en train de monter une côte, disons, à vélo, et que c'est pas une grosse côte, et tu roules seulement à 10 km/h parce que c'est une grosse côte, mais ça va te dire là que tu gravis, par exemple, 17 mètres par minute. Voilà. Donc ça, c'est la vitesse verticale. Ça peut aussi te dire la vitesse à laquelle tu descends. Donc hier, par exemple, je descendais une grosse côte à vélo, j'allais super vite, et là, ça me disait que je descendais 160 mètres par minute. Les champs de fréquence cardiaque maintenant. Ici, on va retrouver la fréquence cardiaque, donc la fréquence cardiaque actuelle, donc par exemple 150 battements par minute. La fréquence cardiaque moyenne, donc depuis le début de l'activité, quelles sont tes pulsations cardiaques en moyenne, ta fréquence cardiaque maximale, donc quand tu t'es donné à fond tantôt en montant la côte, ton cœur a pompé jusqu'à 192 battements par minute. Alors là, 192 va être affiché jusqu'à temps que peut-être que tu donnes encore un peu plus et que ça monte à 193, 194. La zone de fréquence cardiaque, Garmin sépare les zones en 5. Donc la première zone est la zone de repos. La deuxième zone est une zone un peu active. La troisième zone est une zone cardio. La quatrième zone est une zone, disons, d'activité un peu intensive. Et la cinquième zone est la zone de fréquence cardiaque maximale. Donc là, tu fais vraiment des très, très, très gros efforts. Donc ça, ici, ça va t'indiquer dans quelle zone est-ce que ton cœur se trouve, plutôt que de t'indiquer une pulsation cardiaque. La fréquence cardiaque, le pourcentage maximal. Ça, c'est-à-dire que ça va varier selon l'âge, mais disons que ta fréquence cardiaque maximale est de 200 battements par minute et que ton cœur bat à 150 battements par minute. Alors, ton pourcentage de fréquence cardiaque maximale sera de 75%. Ça ici, c'est presque pareil. RFC pour réserve de fonction cardiaque, c'est exprimé seulement un peu différemment parce que ça ici, c'est le pourcentage au maximum, ça peut être un peu biaisé parce que disons que si ton cœur bat à 0, ben, t'es mort. Hein? Alors, la réserve de fonction cardiaque, plutôt que d'être le pourcentage jusqu'à ta pulsation cardiaque maximale, ça va être la différence entre ta pulsation cardiaque maximale et celle au repos. Alors, si, par exemple, au repos, ton cœur pompe à 50 battements par minute et que ton maximum de pulsation cardiaque, c'est 200 et que, encore une fois, tu pompes à 150 battements par minute, eh bien là, ce qui va s'être affiché à RFC, plutôt que d'être 75%, comme on avait ici tantôt, ça va être 66%, hein, parce que tu as 150 battements de différence entre 50 et 200,
et tu pompes à 150, donc tu es aux 2/3 de ta capacité, 66%. Donc la fréquence cardiaque maximale moyenne, donc ça c'est la même représentation que celle-ci, mais en moyenne. Et là ici encore la même chose pour celle-ci, mais exprimée en moyenne. La fréquence cardiaque du circuit, la réserve de fonction cardiaque du circuit, la fonction cardiaque maximale du circuit, la fréquence cardiaque du dernier circuit, donc la moyenne de fréquence cardiaque du dernier circuit. Et là, on retrouve encore exactement les mêmes choses, mais pour le dernier circuit. Enfin, le dernier champ, temps dans la zone. La zone, c'est, comme j'expliquais un peu plus tôt, la zone de fréquence cardiaque. Donc ça ici, ça va t'indiquer le temps que tu as passé dans chacune des zones. Champ suivant, les champs liés à la température. Donc ça ici, ça va t'indiquer la température actuelle que la montre enregistre. Mais attention, ça c'est souvent un peu trompeur parce que ta montre reçoit un peu de chaleur de ton corps. Alors, peu importe la période de l'année, c'est plus ou moins fiable. C'est plus moins fiable que plus, disons. La température maximale qu'il y a eu dans les 24 dernières heures, la température minimale qu'il y a eu dans les 24 dernières heures. Les champs d'altitude maintenant. Oh, ça, c'en est un plutôt complexe. Alors, l'ascension moyenne et la descente moyenne. Et là, vraiment pour expliquer ça, je vais faire un dessin. Alors, disons que tu débutes une activité à 500 mètres et que tu gravis un dénivelé jusqu'à 700 mètres et qu'ensuite tu descends jusqu'à 600 mètres et qu'ensuite tu montes jusqu'à 650 mètres. Alors, tu es parti de 500 mètres et tu es monté jusqu'à 700 mètres, donc plus 200. Tu as descendu à 600, donc moins 100. On est rendu à 100 plus 50. Donc, ton ascension moyenne sera de 150 mètres. Ta descente moyenne, c'est le même principe, mais sur la descente. L'ascension maximale, ça, attention, ça peut être un peu trompeur. On pourrait même l'exprimer sans regarder le graphique, ça n'a même pas d'importance. L'ascension maximale, ça va être l'endroit où est-ce que tu as gravi le plus de mètres par minute. Donc, si à un certain moment, tu as réussi à gravir 20 mètres par minute, eh bien 20 mètres, c'est ce qui va être affiché en tout temps, 20 mètres, jusqu'à temps que tu réussisses à monter 21 mètres par minute. La descente maximale, c'est exactement la même chose. L'altitude, c'est l'altitude à laquelle tu te trouves en ce moment. Donc, quand tu es rendu ici, tu es à 700 mètres, et quand tu es là, tu es à 600 mètres, et quand tu es là, tu es à 650 mètres. L'altitude, c'est ça. L'ascension totale, ça, c'est le nombre de mètres que tu vas avoir gravi au total. Donc, par exemple, ici, tu es parti à 500 mètres, tu es monté à 700, donc tu as gagné 200. Et là, tu descends, là, on ne compte pas. Et là, tu remontes 50 mètres. Alors, au total, tu as gravi 250 mètres. Donc, ça, c'est l'ascension totale. La descente totale, c'est exactement le même principe, mais pour la descente. L'ascension du circuit. Donc, là, on retombe avec les mêmes options, mais par rapport au circuit, du dernier circuit, la descente du dernier circuit, l'altitude minimale, si on retourne sur notre graphique, ici, l'altitude minimale a été de 500 mètres, donc c'est le point le plus bas où est-ce que tu as été sur ton activité. 500 mètres, c'est ton altitude minimale, et l'altitude maximale, eh bien là, ça a été 700 mètres. Donc, tu as fini par remonter à 650 mètres, mais le plus haut que tu as été auparavant, c'est 700 mètres. Ensuite de ça, on a l'altitude GPS. Ça, c'est une option que je ne te recommande pas vraiment d'utiliser. L'altitude GPS, c'est l'altitude qui va être jugée par la triangulation qui va être faite avec les GPS, alors que l'altitude
qu'on retrouvait un peu plus tôt. Ici, l'altitude, c'est un mixte de l'altitude GPS corrigé par le baromètre de ta montre qui calcule la pression atmosphérique. Alors, techniquement, l'altitude devrait être plus précise que l'altitude GPS. Le taux plané, ça c'est un peu... je ne sais pas qui utilise ça, mais dans le fond, ce que ça te dit, c'est la distance que tu as parcourue à l'horizontale versus la distance à la verticale. Donc, si par exemple, tu as monté, tu as marché 10 km pour en monter 1, eh bien, ça va t'afficher 10 sur 1. La pente, eh bien, c'est le degré d'inclinaison de la côte dans laquelle tu te trouves en ce moment. Donc, 0 étant du plat et 90 étant un mur. Alors, à quel degré est la pente dans laquelle tu te trouves en ce moment? Voilà pour l'altitude. On n'a plus besoin de notre petit dessin. Ensuite de ça, on a le champ de compas. Le cap étant la direction dans laquelle tu te diriges. Le cap GPS, c'est aussi la direction que tu te diriges, mais évaluée par le GPS. Donc, on a aussi le cap compas. Donc, c'est quoi la différence entre les trois? Le cap compas, disons que le nord est par là. Le cap compas, là, va me dire que je pointe vers le nord, vers l'est, le sud et l'ouest, et de retour au nord. Alors que le cap GPS, ma montre pointe toujours vers le nord, mais je me déplace comme ça. Alors là, le cap GPS va me dire que je me déplace vers l'est. Alors que le cap est un mode un peu intelligent. Si tu es au mode à l'arrêt, le cap GPS ne te donnera pas une bonne information parce que tu ne te déplaces pas. Alors le jugement est un peu dur à se faire pour le GPS. Alors le cap ici, à l'arrêt, va te donner ton cap compas et lorsque tu te déplaces, va te donner ton cap GPS. Voilà, c'est ça le cap. Donc c'est lui qui est le mieux, à mon avis. Et chez Garmin, le cap compas fonctionne quand même très très bien. Le champ de navigation maintenant. Donc ici, on a la distance restante avant la fin de l'activité. Et quand je dis navigation, c'est que ça, on va voir ça dans d'autres vidéos. Si tu regardes dans la description, je vais t'avoir laissé un lien vers d'autres de mes tutoriels dans lesquels il y en a un là-dedans que je vais t'expliquer comment utiliser la fonction de navigation. Mais en gros, la navigation, c'est que tu peux te diriger vers des points d'intérêt où tu peux créer des routes à partir de l'application Garmin Connect. Et tu peux suivre ces routes-là. Et quand tu es en train d'utiliser ces fonctions-là, eh bien, c'est là que tu es en train d'utiliser la navigation. Donc, la distance restante, c'est la distance restante avant ton point que tu t'es fixé. La distance totale estimée, donc si par exemple, je ne sais pas, tu es parti d'ici et tu veux te rendre là, et la distance estimée entre ces deux points-là est de 5 km en ligne droite, disons, parce qu'il y a vraiment un chemin en ligne droite, mais que toi, finalement, tu zigzags, eh bien, là, finalement, ça va réévaluer durant ton trajet la distance que tu vas devoir parcourir au total pour terminer ton trajet. VMG, pour en anglais Velocity Made Good. Je ne sais pas qui utilise ça, mais en gros, ce que ça te donne, c'est la vitesse à laquelle tu te rapproches de ton objectif. Voilà. Et vitesse verticale à la cible, c'est la même chose. Donc, si par exemple, ta cible, c'est le sommet de la montagne et que tu es 200 mètres en dessous, ça va te dire à quelle vitesse verticale tu te rapproches de la cible. Le relèvement, c'est la direction à suivre en ligne droite pour te rendre à ton objectif. Donc, est-ce que tu dois t'en aller vers le nord-ouest pour aller en ligne droite vers ton objectif? Le parcours, ça va t'indiquer la direction à suivre de ton point de départ à ton point d'arrivée. Donc, si tu es en plein milieu, c'est une donnée qui n'est pas très, très importante à avoir. Le hors-parcours, ça va t'indiquer si jamais tu as une ligne droite à suivre. Donc, disons par exemple, il faut suivre cette fameuse ligne-là ici pour se rendre à... Tu t'en viens ici, tu pars de là et tu t'en viens ici, et que tu dois suivre cette ligne-là en ligne droite pour te rendre à ton point final, et que là tu t'égares de ta route, et bien là ça va te dire
le hors parcours, ça va te dire dans quelle direction aller, soit à droite ou à gauche et à quelle distance. Donc, tes 100 mètres hors de ton parcours et pour y revenir, tu dois t'en aller vers la droite. On a la distance verticale à destination. Donc, si par exemple, tantôt je disais tu es 200 mètres en dessous de ton objectif final, eh bien ça va te dire que tu as 200 mètres à gravir pour arriver à l'élévation de ta destination finale. Le taux plané de la destination, ça c'est la même chose que je te disais tantôt. Si tu as marché 10 km à l'horizontale pour en monter 1 à la verticale, ça va te dire 10 sur 1. Et là, c'est le taux plané sur la destination, donc combien de kilomètres il te reste à marcher versus le nombre de kilomètres à gravir. ETA pour Estimate Time Arrival, donc l'heure estimée d'arrivée. Donc si par exemple il est 10 heures et qu'il te reste environ 1 heure de marche à faire pour arriver, eh bien l'heure d'arrivée estimée sera de 11 heures. ETE étant le temps restant estimé pour arriver à destination. Donc, celle-là va t'indiquer qu'il te reste 1 heure à marcher, alors que celui-là va te dire que tu vas arriver à 11 heures. Et fait intéressant, si jamais tu marches sur un circuit qui te fait traverser un fuseau horaire, eh bien, ça va te donner l'heure d'arrivée dans le fuseau horaire de l'endroit où est-ce que tu t'en vas. Le waypoint de destination, donc ça c'est le point d'intérêt de destination, à quelle distance est-ce que tu es du point d'intérêt de destination. Et ça ici, ça va te dire, si jamais tu es sur un trajet qui a plusieurs points d'intérêt, ça va te dire quel est ton prochain point d'intérêt. Celui-ci va t'indiquer la distance du point d'intérêt suivant. Lui va t'indiquer l'heure à laquelle tu vas arriver au point d'intérêt suivant. Et lui, le temps qu'il te reste avant d'arriver au point d'intérêt suivant. Voilà. On passe ensuite aux autres champs. Un peu simple celui-là. Les calories, est-ce que j'ai besoin de te l'expliquer vraiment? Donc le nombre de calories que tu as brûlées, le niveau de charge de la batterie de la montre Garmin Instinct, le niveau de réception satellitaire de ta montre, donc le niveau de la qualité du réseau de ton GPS, le nombre de circuits que tu as parcouru depuis le début, l'heure du prochain lever de soleil et l'heure du prochain coucher de soleil à partir de l'endroit où est-ce que tu es en ce moment. L'heure actuelle, la pression ambiante et la pression barométrique. Qu'est-ce que c'est que la différence? La pression ambiante, c'est la pression atmosphérique que ressent ta montre Garmin Instinct selon la calibration qui a été faite en usine par Garmin, alors que la pression barométrique va être avec la correction que tu y as apportée. Donc, si jamais tu as fait une calibration de la pression barométrique à ta montre, ça va afficher celle qui a été recalibrée, tandis que celle-ci va afficher celle qui a été faite en usine. Et voilà pour les champs de données. Ensuite de ça, donc là on vient de voir comment ajuster tous les écrans de données. Je te rappelle dans le fond tout ce qu'on vient de voir, c'est ce que tu vas aller placer sur les champs 1, 2, 3, 4, 5 ou... c'est ça, c'est 1, 2, 3, 4, 5, il n'y en a pas d'autres. Tu peux aller ça te permet d'avoir l'information que tu souhaites sur chacune des pages. Ensuite de ça, il y a quelques pages qui sont, tant qu'elles, spéciales, qui ne peuvent pas être modifiées d'elles-mêmes. Si on voit, par exemple, la position ici qui est énorme, eh bien, c'est simplement parce qu'elle est placée sur une page seule. Donc, si je viens la modifier, tu vois, c'est une disposition à 2 champs, donc celle qui est dans le cercle et la grosse. Mais si je viens la mettre sur une page à plus d'informations, eh bien là, je vais avoir des informations qui vont être plus petites. Donc, dépendamment de ce que tu fais, choisis le type de page qui va convenir le mieux à ton activité. Mais tu as des pages qui sont spéciales, comme celle-là ici. Donc, ici, ça, c'est la page de zone de fréquence cardiaque. Tu vois, celle-là ici, je ne peux pas la modifier, je peux seulement la réorganiser. Ça, c'est une autre chose qu'on n'a pas vu aussi. Quand tu fais réorganiser, toutes les pages qu'on a vues depuis le début, dans le fond, tu peux la placer avant ou après n'importe quelle page.
Donc, pour celle-là, tu ne peux pas rien modifier. Tu peux soit réorganiser ou la retirer si tu veux la supprimer, si tu ne veux pas l'avoir du tout. Ensuite de ça, ici, ça c'est celle de la carte. Donc celle-ci va t'afficher que la ligne ici représente 300 mètres sur l'écran. Et ça ici, c'est toi. Et au fur et à mesure que tu vas te déplacer, eh bien, il y a une ligne qui va se créer sur la carte pour t'indiquer où est-ce que tu es passé. Et la flèche ici, en haut, t'indique le nord. Alors comme tu vois, quand je tourne la montre, eh bien, le nord reste pointé toujours par là-bas. Voilà, donc ça c'est la carte. Ça c'est la carte. Ensuite, l'heure, c'est une simple donnée. Et tu peux aussi ajouter autant de pages que tu veux. En fait, je ne sais pas s'il y a une limite, mais la limite est sûrement bien au-delà de ce que tu pourrais souhaiter. Donc, données personnalisées, ça c'est ce qu'on a vu tantôt. Donc, c'est des pages où est-ce que tu peux ajouter toutes les informations qu'on a vues ensemble. Ensuite, on a le Virtual Partner, donc le partenaire virtuel. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas traduit celui-là. Bref, dans le fond, c'est que tu te crées un peu une sorte de fantôme, que tu peux déterminer sa vitesse. Je ne sais pas pourquoi la vitesse minimale que ton fantôme il peut aller, c'est 6 km/h, 45. Bref. Donc, quand tu te crées une page comme ça, elle est un peu étrange. Ah, voilà, il vient de changer après un certain temps. Donc, on a 2 flèches ici. Donc, ça va nous permettre de courser contre un fantôme. Donc, ça va être le point noir et ton adversaire virtuel sera le point gris. Si on veut ajouter une autre information, on a le compas, donc qui va t'indiquer dans quelle direction est-ce que tu regardes. Donc, directement au nord, à combien de degrés, à l'ouest, au sud. Voilà, le compas. On peut aussi ajouter une carte d'altitude. Donc, ça, au fur et à mesure que tu vas te déplacer, ça va venir créer des points d'altitude. Ça va te créer un graphique d'altitude. Et en haut, ici, tu vois l'altitude à laquelle tu te trouves. Et enfin, on a une page pour la musique que j'ai jamais testée, mais tu peux contrôler la musique de ton téléphone avec ta montre et avoir l'information sur la musique qui joue en ce moment. Mais bon, voilà. Et c'est tout ce que tu peux ajouter. Donc voilà, ça te permet de créer toutes ces pages-là et je crois que tu es maintenant en mesure de créer une page, une série de pages pour l'activité que tu souhaites faire et vraiment avoir les informations que tu souhaites. Donc, à tout moment, pour avoir accès à ça, pendant que tu es en train de faire ton activité ou avant de la commencer, maintiens le bouton menu, viens dans les paramètres d'ascension, l'écran de données et voilà, tu peux ajuster toutes tes informations et une fois que tu as terminé, tu recules jusqu'à temps que tu retournes sur l'activité et là, tu peux soit la démarrer ou simplement continuer ton activité. Alors voilà, j'espère que ça va t'avoir aidé. Si c'est le cas, tu peux me mettre un pouce en l'air. Si jamais tu te magasines une montre, tu peux regarder avec les liens dans la description. Et n'oublie pas non plus de t'abonner à ma chaîne pour me retrouver plus facilement la prochaine fois que tu as besoin d'aide. D'ailleurs, si tu veux voir d'autres tutoriels sur cette montre, tu peux cliquer sur la playlist juste ici. Mais enfin, tu peux aussi me retrouver sur ma chaîne principale où je voyage un peu partout dans le monde. Je suis certain que tu vas aimer. Allez, fais attention à toi. Salut!